De retour en direct de l'Accor Hotel Arena pour la Big 5. Donc on va aborder un sujet très intéressant parce que récent finalement. Étudier et entreprendre, c'est la thématique de ce set. Voilà, parce que finalement le CDI ne fait plus trop rêver. On croit qu'aujourd'hui on peut lancer sa propre activité, surtout avec le statut d'étudiant entrepreneur qui a été créé en 2014 et qui permet aux jeunes d'être accompagnés et soutenus. Un plan national, l'esprit d'entreprendre, a même été lancé cette année. Alors, est-il vraiment facile d'entreprendre en même temps que d'étudier? On va le voir justement avec nos invités pour en parler. Deux jeunes femmes qui ont fait ce choix pendant leurs études. Donc avec Yasmine Bachouchi. Bonjour Yasmine. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice des Recettes Nomades. Vous avez été lauréate du prix spécial du jury du MoveJ en 2018. Vous êtes à Sciences Po. Oui, j'étais. Ah oui, vous avez fini votre cursus. Et Camille Maljian. Bonjour Camille. Bonjour. Alors vous avez créé EasyMob, un système pour faciliter les déplacements des personnes déficientes visuelles dans les transports. Exactement. Et vous êtes encore à Polytech Paris-Sud. Exactement. Encore en études. Et puis on a des pontes de l'entrepreneuriat en général, mais aussi pour les jeunes, avec monsieur Dominique Restino à ma gauche. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur du MoveJ, mais pas que, puisque vous êtes aussi président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Alors, vous avez un CV long comme mon bras, donc j'ai résumé, vous m'en voudrez pas d'avoir retenu ces deux choses. Vous avez un petit bras alors. Ouais, c'est gentil. Et monsieur Asquin, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Alain, vous êtes délégué ministériel de l'entrepreneuriat étudiant à Lyon 3, c'est ça? Non, pour le ministère. Oui, tout à fait, pardon, oui. Oui. Mais vous êtes professeur-chercheur à l'université de Lyon 3. Oui. Vous aussi, votre CV est impressionnant. Voilà. C'est l'autre petit bras que vous avez en fait. Exactement, ouais, mais c'est vrai que je suis venue à l'essentiel sur votre profil. Alors, donc on va aborder ce sujet, étudier, entreprendre. Déjà, j'ai envie de demander à Yasmine et à Camille si ça a été logique pour vous deux, justement, de vous dire, bah tiens, je veux me lancer dans la création d'entreprise. Pour moi, ça a été un peu un concours de circonstances. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a été attirant au début, mais c'est parce que j'ai pris pas mal de cours sur l'entrepreneuriat où les profs nous poussaient littéralement dans les bras de l'entrepreneuriat. Faites de l'entrepreneuriat, n'allez pas vers des emplois classiques. Et bon, j'ai été plutôt réceptive à ça, et particulièrement à l'entrepreneuriat social. Oui, puisque vous avez créé les Recettes Nomades. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est? Ok, les Recettes Nomades, ce sont des ateliers de cuisine où des personnes qui sont réfugiées ou issues de la migration enseignent une recette de leur pays à un groupe de personnes, donc des Parisiens, des Français, des citoyens. Et le but, c'est de cuisiner en même temps pour les participants et pour des personnes sans abri, pour distribuer des repas qui sont équilibrés à des personnes dans le besoin. Donc il y a un côté vraiment empathique finalement, s'intéresser aux gens qu'il y a autour de nous. C'est un peu ce que vous avez fait également Camille, oui, par le biais de des EasyMob. Alors déjà l'entrepreneuriat ça a été un choix pour moi. C'est que dans mon école, en 4e année, on nous dit il faut choisir un projet. Donc on a des projets internes à l'école et on a aussi la possibilité de s'inscrire à la faculté et du coup de choisir le chemin de l'entrepreneuriat. Donc ça a été mon choix. J'ai suivi des cours avec l'université et puis j'ai été avec certains groupes, etc. Et puis un ami de l'école donc, est venu me voir et j'ai tout de suite été conquis par son projet de fin d'études qui était simplement un projet technique. Et là, je suis allée le voir et je lui ai dit mais on pourrait en faire tellement plus, on pourrait créer un vrai projet et faire un assistant personnel pour les déficients visuels. Donc là, c'est tout récent, ça n'a même pas un an. Ça n'a même pas un an. On l'a créé en décembre de l'année dernière. Alors, comment vous expliquez, Dominique et Alain, cet engouement des jeunes pour l'entrepreneuriat qu'il n'y avait pas il y a quelques années finalement, parce qu'on ne nous le présentait pas de manière positive peut-être? Alors tout d'abord, j'aimerais les féliciter parce que deux jeunes femmes qui se lancent sur un business, sur l'autre, sur l'humain qui a du sens. C'est une véritable caractéristique de ce qui se passe, de ce que j'imagine qu'Alain voit tous les jours et qu'on voit tous les jours au MoveJ. Et pour ça, bravo. Donc je connaissais déjà bien Yasmine, bien sûr, mais je trouve ça vraiment super. Ensuite, l'engouement, quand nous avons fondé le MoveJ il y a 10 ans, il n'y avait aucune organisation qui s'occupait d'accompagner des jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans qui s'occupait exclusivement de ces jeunes-là de 18 à 30 ans et non pas en télécréation. Il y avait une organisation 100 000 entrepreneurs que je connais bien où on partageait la bonne pratique, on allait discuter dans les écoles pour parler de tout ça, pour donner envie, mais réellement
de concrétiser et derrière d'avoir un accompagnement, il n'y avait pas 100% jeunes. Pourquoi c'était important justement d'accompagner les jeunes, les 18-30 ans particulièrement? Pourquoi c'est difficile pour un 18-30 ans d'entreprendre? C'est toute ma vie. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 24 ans. Vous êtes très investi dans l'entrepreneuriat, effectivement. Oui, je crois. Bah oui. J'ai toujours travaillé avec des jeunes que j'ai embauchés, que j'ai fait évoluer dans les entreprises que j'avais, que j'ai développées, qui faisaient plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 97-98% des personnes qui travaillent dans mon entreprise, je les ai recrutés à la sortie de l'école. Nous avons une conviction au Mouv'J, c'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Et nous le vivons en permanence avec eux. Non pas que c'est, que c'est pas bien d'aller travailler dans un grand groupe, parce qu'ils cherchent aussi de temps en temps les CDI. Bien sûr, je comprends bien, mais c'est vrai qu'à une époque, quand on parle à ses parents de ce qu'on veut faire dans la vie, si on dit je veux créer ma boîte, est-ce que Alain, c'est pas une frayeur pour les parents? Les parents souvent se disent mince, mon enfant il va se lancer dans quoi? Est-ce que c'est une frayeur qui est logique? Il est difficile de répondre pour tous les parents et tous les enfants, mais ce qui a changé foncièrement depuis une quinzaine d'années, c'est que l'image de l'entrepreneur a beaucoup changé dans la société et qu'on voit aujourd'hui dans les jeunes entrepreneurs une promesse de gens qui saisissent leur destin, qui s'engagent et qui ont décidé de changer les choses. Donc quand on est parent et qu'on se dit on a des enfants qui sont en train de se saisir de leur destin et de transformer les choses, on est plutôt fiers. Alors évidemment, plus ils sont très diplômés, Sciences Po, école d'ingénieur là, on se dit les parents pourraient se dire, et tout le travail qu'elles ont fait, est-ce que la cuisine solidaire ou est-ce qu'une appli, alors il y a l'intelligence artificielle et ça fait très techno, on peut se dire bon allez, pour qu'être ça peut passer, mais on se dit mais un emploi salarié serait peut-être plus confortable. Je pense que de toute façon, je crois que la notion de confort a disparu, on ne sait plus quel sera le confort qu'on aura en salarié ou pas salarié. Donc les vies vont être multiples. Et on est en train de préparer une génération, parce qu'elle le demande, à être très agile et très mobile. Donc on les forme à être entreprenants. Quand on parle de la création d'entreprises, c'est important parce qu'elles sont jeunes créatrices d'entreprises, d'activités. Mais nous, au ministère, ce qui nous intéresse, c'est les entreprenants, y compris ceux qui ne vont pas créer des entreprises, mais des associations, qui vont être acteurs de leur vie, qui vont être business développeurs dans plein d'entreprises qui ont besoin de jeunes, qui vont développer des produits. Le dirigeant a une idée, il n'a pas le temps, il n'est pas structuré, il va le confier à un jeune qui pendant 6 mois va le développer. Derrière, c'est son job qui est créé en fait. Il va créer son propre emploi en étant l'entrepreneur de l'idée. Donc il y a des formes multiples d'entrepreneuriat et ça nous intéresse dans le ministère parce que les établissements, les universités, les grandes écoles, parce qu'en fait c'est de l'insertion professionnelle. C'est un exhausteur de compétences, vous avez des compétences métiers, mais que vous grandissez par l'aptitude entrepreneuriale, quel que soit le chemin que vous faites. Comment vous l'expliquez qu'on ne l'ait pas eu plus tôt finalement? Qu'on n'ait pas eu cet encadrement plus tôt. Ah si, enfin, moi je fais 20 ans que je suis entrepreneuriat et qu'il y a des programmes d'accompagnement dans les universités, donc ça fait au moins 20 ans, mais que c'est généralisé, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est devenu une vague généralisée, donc ce qui était des expériences locales deviennent un standard. Dans tous les établissements aujourd'hui, vous ne voyez pas un président ou une présidente qui dira ça ne m'intéresse pas, c'est forcément maintenant fait partie du système, c'est une révolution et comme tous les changements de paradigme, c'est assez rapide en fait. On croit que c'est une gestation lente et en fait ce qui a été la grande révolution, c'est que lorsqu'il y a été des lieux qui a été fait avec les équipes pédagogiques d'entrepreneurs en 2013, on s'est rendu compte que ce n'est pas un manque d'entrepreneuriat qu'il y avait, c'est un manque des conditions. On a créé les conditions pour permettre à ces jeunes d'être entrepreneurs, donc que les études soient beaucoup plus souples et beaucoup plus accueillantes pour eux. Donc c'est le système à se mettre au service des étudiants et pour les étudiants se ranger dans les cases que le système lui propose. Et ça, cette révolution-là a créé les 32 pôles pépites en France qui permettent à tous ces jeunes de trouver un appui et pouvoir se révéler entrepreneurs, d'être reconnus comme tel avec le statut d'entrepreneur qui est un statut unique, qui était unique au monde et qui maintenant se diffuse. Mais justement, l'esprit d'entreprendre, qu'est-ce que ça va apporter en plus? Alors, ce plan, je le résume, c'est globalement depuis 5 ans que les pôles ont été créés formellement. La preuve de concept a été faite. Maintenant, il faut passer à l'échelle. Et globalement, si on a à peu près une douzaine de milliers d'étudiants et entrepreneurs en statut qui veulent créer leur activité, c'est 12 000. Donc c'est énorme. Et en même temps, la population est beaucoup plus conséquente. Donc il faut qu'on puisse adresser tous ces jeunes. Et puis, deuxième élément, il faut qu'on puisse aller parler à ceux qui n'ont pas envie de créer une entreprise, mais qui veulent s'engager, être acteurs de la société. Il faut leur dire, attention, l'entrepreneuriat, c'est bien d'autres choses. Donc le plan de la ministre, l'esprit d'entreprendre, ce qui nous intéresse, c'est la manière d'être, c'est votre posture. C'est pas que vous créez des entreprises ou autre chose, c'est que vous soyez acteurs de la société. Donc engagez-vous à vous aider dans les compétences pour le faire. Et c'est la meilleure chose qu'on puisse se promettre à nous-mêmes, c'est d'aider ces jeunes à réaliser leur potentiel. L'engagement de Yasmine, Dominique, c'est ce qui vous a plu, justement?
Pour le prix jury de Mouv'J qu'elle a reçu, c'est le jury. Moi, je ne vote pas au prix Mouv'J. Non, bien sûr, donc mais je vous le demande à titre personnel, puisque c'est votre création quand même, Mouv'J. Oui, d'accord, mais il y en avait déjà pas mal avant, depuis donc 10 ans, enfin 9 ans là, à l'époque avec Yasmine. Son projet était un beau projet, elle le tient. C'est pas un énorme projet encore aujourd'hui. Elle se bat pour ça, mais c'est un projet qui a du sens, c'est ça qui est intéressant. Et en Mouv'J, c'est du CAP au Bac+5, toutes disciplines confondues, et même des doctorants, où, je veux dire, on va aller partout, et ça n'est pas que la techno, c'est y compris la techno, et donc son projet, il a séduit énormément le jury, et c'est pour ça qu'elle a eu un prix spécial du jury, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je voudrais revenir sur ce que disait Alain, c'est que aujourd'hui, cette jeune génération n'a pas envie d'attendre 10 ans pour sans aller chercher le job de son rêve, mais pour compter. Cette jeune génération a envie de compter, elle est extrêmement informée, elle est intelligente, elle a envie de faire des choses. Les nouvelles technologies sont extrêmement importantes pour pouvoir lancer des choses. Avant, effectivement, c'est ce que vous disiez au départ, les jeunes souhaitaient dans les sondages devenir fonctionnaires, ce qui est très bien, il en faut. Il faut tout, oui. Il faut tout, bien évidemment, mais enfin 70%, ça faisait beaucoup. Il n'y a pas un profil type. À 70%, ça faisait beaucoup. Oui, ça faisait quand même plus de la moitié, alors, effectivement. Ensuite, c'était travailler dans les grands groupes et les grandes entreprises. Et aujourd'hui, ils se disent pourquoi pas moi, parce que ça va leur permettre de pouvoir remplir l'ensemble du business. Et très sincèrement, puisque la première baseline du Mouv'J, c'était mon premier job entrepreneur, bien évidemment qu'il y a plein de choses qu'ils ne savaient pas. D'accord ? Maintenant, il y a plein d'entrepreneurs qui créent des entreprises quand ils ont 40 ans, ils ne savent pas grand. Sur l'entrepreneuriat, ils n'en savent pas beaucoup plus. Et en tout cas, ils en savent moins que ceux qui ont le statut étudiant entrepreneur aujourd'hui, parce que ça leur apporte effectivement beaucoup de choses. C'est un statut que j'affectionne particulièrement. Comment dirais-je ? Et l'intérêt là, c'est qu'ils ont envie de prendre leur destin, c'est ce que disait Alain, qu'il y a des possibilités pour le faire, il y a cet engouement. En tout cas, au Mouv'J, on ne prend pas, et jamais une seule fois j'ai dit à un jeune, viens, crée ta boîte si tu ne trouves pas de boulot. D'ailleurs, en plus, quand ils viennent au Mouv'J, généralement, ils ont créé. L'antécréation, c'est justement les relations qu'il peut y avoir entre les pépites, je vais appeler ça les pépites, qui d'ailleurs, parce que l'ancêtre des pépites étaient les PE, les pôles étudiants entrepreneurs, qui sont nés exactement le même jour, il y a 10 ans, que le Mouv'J, le 16 novembre 2009. Voilà. On était le matin, ils étaient le matin avec nous, on était le matin avec eux et le ministère et tout ça. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui, bien évidemment, avec Alain. Le point important également, c'est qu'aujourd'hui, de l'argent, ça se trouve, de l'accompagnement, il y en a, et surtout ce qui était fondamental, et le statut étudiant entrepreneur permet ça, c'est pour ça qu'au départ qu'il a été imaginé, c'est pour dire c'est possible. Bien sûr, il y a des aménagements, mais c'est possible et surtout, c'est sérieux. Quand on reprend la pub du CIC que je connais bien, c'est un partenaire du Mouv'J, sur l'étudiant entrepreneur, c'est tout un accompagnement et ils sont pris au sérieux parce qu'ils sont accompagnés. Et c'est ça qui est important. Oui, il y a il y a toute une organisation derrière. Et puis j'imagine que ça rassure Yasmine de se lancer dans ces conditions. Oui. En fait, surtout quand on est étudiant et qu'on n'a pas vraiment de réseau ou de connaissances, les dispositifs d'accompagnement sont essentiels pour se lancer. Parce qu'on se lance, mais il faut quand même avoir Il y avait une petite frayeur quand même Pas vraiment de frayeur, le fait d'être accompagné, d'avoir des personnes qui croient en nous déjà, même pas peur. Et vous Camille, comment vous l'avez vécu justement ce début d'aventure finalement, puisque c'est le début des immeubles? Mon début d'aventure, je l'ai vécu d'une façon où j'ai su aller parler aux bonnes personnes, parce que en fait toutes les personnes qui sont autour de nous dans les pépites et même internes à l'école, ils sont là pour nous apprendre. Il faut faire le pas et y aller parce qu'ils ont tellement à nous donner. Et c'est vraiment aller chercher la curiosité et qu'est-ce que c'est ça et pourquoi je ferais pas ça. Et moi au tout début je dis mais qu'est-ce que c'est qu'un business plan, comment on fait, et je suis allée poser des questions à une personne du pépite, à une deuxième, et qui m'a renvoyée vers une autre personne. Donc c'est vrai que c'est un réseau en fait. L'entreprendre, c'est aussi parler, écouter, agir et se créer un réseau autour de nous. Et là, la suite pour vous, Camille? Nous sommes en train de créer la structure juridique de notre projet.
D'accord. Alors, une fois que les études sont finies, comment ça se passe pour ces jeunes? Alors en fait, l'idée c'est de ne jamais créer de rupture. Et donc les jeunes qui continuent à... D'abord, la moyenne, c'est que les jeunes pris en charge dans le cadre du statut, à peu près 1 sur 2 vont créer. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas bien fait les choses, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'audace d'aller voir et qu'en toute sécurité, ils considèrent qu'il ne faut pas créer maintenant et qu'ils le feront autrement et plus tard. Et ils ont appris plein de choses et on doit reconnaître cet engagement-là par des compétences et des crédits, et donc ça permet de valoriser leurs compétences. Si on parle de ceux qui continuent, l'idée c'est que les pôles pépites, en fait, ils font à la fois l'accompagnement T-création, comme l'a dit Dominique, mais aussi post-création. Nous, on est là pour faire des mises en lien avec l'écosystème. Donc lorsqu'ils créent, on les aide encore, on ne les lâche jamais en fait, et on accompagne ces jeunes. Donc un jeune diplômé qui vient de sortir de l'école, il peut encore faire 1 an à temps plein sur son projet avec le statut d'étudiant entrepreneur. Donc il est en train de créer à peu près dans cette année-là. Et puis on peut le prolonger 18 mois, on peut faire 2 fois en fait ce statut. Et donc en fait, ces 2 premières années critiques de lancement du projet. Et derrière, ce qu'on doit absolument faire rapidement, c'est le connecter avec des structures du territoire, des incubateurs, des pépinières, qui eux ont souvent des spécialités marché beaucoup plus pointues par rapport à ce besoin-là. Et nous, on accompagne encore. Et en fait, les pôles pépites sont des tiers de confiance. C'est-à-dire que maintenant qu'on les a pris en charge et qu'on les valide, tous nos partenaires autour de nous savent que si ce jeune-là, on le pousse, alors ça vaut la peine qu'il consacre du temps. Parce que leur problème, c'est qu'ils voient beaucoup de projets, beaucoup de jeunes. Oui. Ils n'ont pas toujours le temps de faire les évaluations. Donc quand on s'y mêle et qu'on dit oui, ça vaut la peine que tu passes du temps, alors ils y vont. Et donc ça veut dire aussi la rigueur dans laquelle on doit travailler, parce que ça, c'est un capital, un patrimoine qu'on ne peut pas dilapider. Donc les jeunes savent que s'ils viennent avec nous, on doit tous être hyper sérieux les uns en face des autres, c'est-à-dire qu'eux doivent être très pros, et on va exiger de leur part qu'ils soient professionnels dans leur projet. Et on dit, bien sûr, ils sont étudiants, mais ils sont entrepreneurs. Et avant tout, on les voit comme des entrepreneurs. Et dernièrement, ils nous disent à vous, là, qui nous aidez, vous avez intérêt à être pro aussi, parce que moi, je joue ma vie, là, en fait. Je mets entre parenthèses un parcours, etc. J'y passe 1 an, 2 ans. Il faut que ce soit sérieux. Donc on s'estime réciproquement et on exige réciproquement. Oui, il y a un vrai suivi du coup malgré la fin des études. Bien sûr, et même là souvent il y a plus de création, c'est post-études, parce que pendant les études c'est quand même très compliqué de gérer la vie courante. Oui, on imagine bien. Donc, on mature l'idée, mais c'est après la diplomation et même 2-3 ans après où ils reviennent, et là ils peuvent passer à temps plein sur la création, et c'est vraiment là où ils donnent la pleine mesure de leur capacité. Et vous, au niveau du MOVED, Dominique, comment ça se passe? Quelles sont les actions concrètes? On sait il y a donc des prix décernés en fonction des projets. C'est le prix MOVED. Ouais. L'ADN de MOVED, c'est le mentorat pour entrepreneurs que j'ai importé du Québec il y a 15 ans, d'abord en créant l'Institut du mentorat. On était en retard en France à ce niveau-là, parce que vous dites il y a 15 ans du Québec. Il n'y avait pas ça. Ouais. Oui, mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas le mentorat pour entrepreneurs, que j'ai importé du Québec il y a 15 ans et que j'ai focalisé tout d'abord sur les entreprises à fort potentiel de croissance, donc déjà existantes, plusieurs millions, la moyenne c'est les boîtes qui font 3, 4, 5 millions. L'IME est le partenaire dans les accélérateurs de BPI avec le programme de mentorat. Et puis c'est en 2009 qu'avec Bénédicte Sanson, nous avons fondé le MOVED avec les convictions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons 3 axes. Un, c'est accompagner. Accompagner concrètement à travers le programme de mentorat, plus un pôle d'experts métiers bénévoles. Mais on ne les accompagne et ils intègrent à travers des comités d'admission uniquement quand ils ont créé l'entreprise. Alors ils peuvent avoir créé l'entreprise quand ils sont encore étudiants, et il y a le cas bien évidemment, et de nombreux cas au MOVED. Et d'ailleurs, dans le prix MOVED dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est 50% des jeunes qui sont dans la rubrique porteurs de projet qui ont le statut étudiant-entrepreneur. D'accord, ce qui est assez énorme. On pourrait dire c'est que la moitié, c'est déjà beaucoup, justement. Donc ça, c'est le programme de mentorat pour entrepreneurs, où ce sont exclusivement des entrepreneurs qui accompagnent ces jeunes entrepreneurs. Voilà. Et là, c'est entre pairs. C'est pas des petits jeunes, c'est pas des enfants, c'est des entrepreneurs, ou plus spécifiquement là, des entrepreneuses, plus un pôle d'experts métiers bénévoles. Et donc là, la communauté, la MOVED Family, c'est à peu près 2000 personnes sur l'ensemble de la France. Et là, vous avez des experts sur l'ensemble des métiers. Ça, c'est l'acte numéro 1, accompagner. Il y a promouvoir par l'exemple, c'est le Grand Prix MOVED. Là, c'était la 10e édition, et donc, je crois qu'il y avait 1700 personnes alors, c'était plus au Trianon, là, on l'a fait au Cirque d'hiver. Où c'est 1500 dossiers qui sont traités. On ne prend pas tout le monde parce qu'ils se rendent compte, on se rend compte qu'il y a un jury assez énorme. Et ensuite, c'est tout le travail que nous menons autour de cette communauté d'accompagnement, énormément d'actions que nous avons lancées il y a 9 ans, 10 ans. Je vois qu'ils sont là, donc l'espace jeune au Salon des entrepreneurs de Paris. Ensuite, on a été sur les autres distances. C'est des partenariats où effectivement, on a mis cette jeune génération. Nous, on n'a pas essayé de leur dire comment il fallait
fallait faire. Non, On a travaillé avec leur code. Voilà. Vous sentez une envie de toute façon. Est-ce que pour vous, la Moi, j'ai jeunesse détecté cette est envie. un point positif pour entreprendre? Mais c'était pas encore clair dans l'esprit des gens. Mais il y avait cette possibilité. Parce que moi, j'ai créé ma première boîte, j'avais 24 ans. C'était il y a longtemps. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes de mon âge qui créaient des boîtes. Non, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de confiance en soi. Enfin, l'impression que la jeune... On va laisser répondre toutes les deux. On complétera si besoin. Vous vous êtes pas senti, vous êtes prête de toute façon, vous êtes sentie prête pour entreprendre, il n'y avait pas de souci là-dessus, vous n'êtes pas dit est-ce que j'ai assez d'expérience, je suis trop jeune, il n'y a pas eu de frein à ça? Il ne faut pas se poser ces questions en fait, il faut juste se lancer. Non, c'est vrai. Enfin, autour de nous, il y avait le contexte, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est le moment d'entreprendre, on voit beaucoup de jeunes autour de nous qui entreprennent. Et là, on ne se dit pas est-ce que j'ai les compétences, on se dit juste pourquoi pas moi. Et après, on verra. Et là, les recettes nomades ont combien de... Ça fait plus d'un an que vous l'avez créé? Alors, j'ai commencé le projet il y a plus d'un an, mais c'est officiellement créé depuis décembre 2018. D'accord. Donc ça fait presque. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour que ça se pérennise? Qu'est-ce que vous pouvez... je sais pas, juste du succès. Ce dont vous auriez besoin concrètement à l'heure actuelle. Les clients. Oui, voilà. Là, en ce moment, on est vraiment en phase de développement commercial. Donc, voilà. Quels sont justement, à qui s'adressent les recettes nomades? Au début, on s'adressait aux particuliers, au grand public, à toute personne qui voulait avoir un impact social en 2 heures. Voilà, c'était un peu l'objectif, de se dire tu cuisines en 2 heures et puis tu as un bel impact social. C'est quoi? C'est les particuliers qui viennent vous voir? Voilà, c'était des particuliers. Et maintenant, je m'intéresse, ou plutôt c'est dans le sens inverse, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à l'activité pour faire des ateliers de cuisine solidaire, créer de le team building, comme on dit. Team building, voilà, exactement. Okay. Voilà. C'est vrai que ce lien social que vous arrivez à créer est vraiment très intéressant. Et puis vous, Camille, je crois qu'Ezimob intéresse déjà la RATP, je crois. Hein, on peut en parler? C'est pas secret. On est dans une démarche commerciale. On a une présentation bientôt de notre application pour la RATP. Parce que notre projet, ça a été tout d'abord des valeurs humaines, parce qu'on s'adresse à un public fragilisé qui sont les déficients visuels. Et aujourd'hui, on ne veut pas leur rendre un service payant. Ce n'est pas à eux de payer pour être accessibles, pour augmenter leur accessibilité dans les transports en commun. Donc c'est pour ça qu'on se tourne vers les opérateurs de transport pour qu'ils facilitent en fait, leur réseau de transport pour les déficients visuels. C'est tout d'abord ça. D'accord. Et là, du coup, vous allez pouvoir développer votre activité assez rapidement. Du moins, vous l'espérez. L'application est déjà depuis 1 an en développement. Elle est prête. Il y a certaines fonctionnalités qui sont prêtes, il y en a d'autres qui sont en cours. Voilà, le package sera fini, on espère bientôt. Mais il y a déjà quelques fonctionnalités qui intéressent la RATP qui sont déjà disponibles. Comment ça marche Ezimob, pour expliquer aux gens qui nous écoutent? Alors, Ezimob, c'est une application, donc c'est sur notre téléphone. Par exemple, ils rentrent par dictée vocale leur trajet. Donc par exemple, je souhaite me rendre à la Tour Montparnasse. Une fois sur le quai, ils lèvent leur téléphone et c'est un scan. C'est du traitement d'image, donc ils peuvent analyser une porte. Ensuite, une fois dans le train, ils peuvent savoir où il y a un siège disponible. L'application va leur dire tu descends au prochain arrêt, parce qu'il y a certaines lignes qui ne sont pas vocalisées encore. Et ensuite, en sortant du train, sur le quai, il va dire la sortie numéro 5 se trouve sur ta droite, tu vas devoir prendre l'escalier sur ta gauche, etc. Donc ça chemine vraiment tout le trajet d'une manière séquentielle. C'est vraiment une belle initiative. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces projets justement? Vous devez en voir d'autres, d'ailleurs, forcément, depuis 10 ans, Dominique, et même vous, Alain. Oui. Quel bilan vous pouvez faire justement de ces jeunes qui font la France de demain? D'abord, je réponds juste rapidement à la question tout à l'heure sur la jeunesse, parce qu'ils n'ont pas tout à fait répondu. De mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les certitudes ont été largement ébranlées pour beaucoup de gens qui pensaient qu'il fallait avoir de l'épaisseur, de l'expérience, etc. On a montré que de pas mal de gens ont créé des entreprises très très jeunes et que ça a chamboulé la vie quotidienne de pas mal de monde. Donc maintenant, tout le monde a un peu d'humilité. Et quand on voit arriver des jeunes entrepreneurs, d'abord un peu étonnés, puis après un peu bluffés. Et donc il y a une vraie capacité d'écoute maintenant. Alors ça peut être vu comme un phénomène de mode, mais en fait maintenant, tout le monde
écoute tout le monde dans l'entrepreneuriat. Donc la jeunesse n'est plus un défaut, voire même c'est une sorte d'angle, parce qu'ils sont jeunes, ils ont une autre façon de voir le monde, ils sont natifs de plein de choses, on ne va pas leur dire de quoi ils sont natifs, mais notamment évidemment du digital. Ce qui veut dire que tous ceux qui regardent ça se disent, ils ont un truc à nous dire, il y a une voix qui compte dans la jeunesse. Alors bien sûr, il manque d'expérience, etc., mais nous on est là pour aider à compenser un peu le réseau social qui n'est pas suffisamment présent, se débrouiller à trouver les fonds quand on peut pour qu'ils puissent continuer assez longtemps, aider au prototypage, les amener à l'international, etc. Il y a beaucoup de services qui ne pourraient pas se payer ou des réseaux qui ne pourraient pas trouver tout seuls pour aujourd'hui. Mais ça, c'est des conditions. L'idée du projet, etc., ça reste leur capacité d'action qui est en œuvre. Donc on est des facilitateurs. Donc la jeunesse est plutôt aujourd'hui un facteur extrêmement positif, et même à tel point que j'ai des conférences de temps à temps, y compris au Québec avec des amis, où on voit des seniors entrepreneurs, en gros qui ont passé la grosse cinquantaine et qui se disent j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu à nous, parce que c'est un vrai phénomène. Les entrepreneurs seniors, ils disent non mais dernier parcours de vie professionnelle, je veux entreprendre, je veux me faire plaisir. Il y en a que pour les jeunes, quoi. Et moi, j'aurais donc rien à dire. C'est un peu comme dans l'emploi, à un moment donné, il ne faut pas oublier les compétences. Et donc, les pépites s'ouvrent aussi à la formation tout au long de la vie. Donc, la formation continue, des gens qui disent, moi, j'ai 45 ans ou 35 ou 50 ans, j'ai envie de vivre ça. Les universités, les écoles sont des endroits extrêmement intéressants parce qu'elles sécurisent les parcours, ils donnent des modules de formation. Et afin, je peux, si je ne crée pas, avoir un programme, un diplôme qui atteste de mes compétences. Donc, cette jeunesse-là, aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment un élément, d'un atout, voire même qui est jalousée par d'autres générations qui disent on en fait beaucoup pour ces jeunes, tant mieux, c'est leur tour, mais qu'ils en profitent à fond. Voilà, et puis peut-être qu'après on pourra penser justement à d'autres tranches d'âge pour l'entrepreneuriat. On y pense déjà. Si je peux ajouter, rebondir sur ce que tu disais, en fait c'est juste que la jeunesse aujourd'hui se dit j'ai des valeurs, tu parlais de valeurs, et ces valeurs on ne les trouve pas forcément chez les gros employeurs, alors je vais les créer moi-même, mes valeurs. C'est une caractéristique de la jeunesse que certains aiment bien appeler les millénials. Voilà, je mets ça entre grands guillemets. Et puis de se façonner son chemin soi-même, pas d'attendre que quelqu'un nous l'apporte ou d'être acteur de sa vie professionnelle. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour les recettes nomades, pour EasyMob. En tout cas, merci beaucoup Alain, Dominique, Yasmine et Camille. J'ai quelque chose que je voudrais dire qui est extrêmement important parce qu'on est à Big. Et Big, c'est BPI France. Bah oui. Il y a, on ne peut pas tout faire, nous, d'accord ? Et il y a beaucoup d'informations. Il y a un site qui est absolument énorme et fabuleux, qui maintenant s'appelle BPI Création, qui était le site de l'agence que j'ai présidée, la PCE, l'Agence pour la création d'entreprise, et l'Agence France Entrepreneur, que j'ai apporté avec l'équipe à BPI France, et ça s'appelle maintenant BPI Création. J'invite tous ceux et celles qui se posent des questions d'aller sur ce site, parce qu'il y a toute l'information pour créer une entreprise, reprendre une entreprise, savoir par où on passe, et ensuite, et quels sont les réseaux qui existent. Voilà. Très bien Dominique, merci beaucoup. On ira voir pour les gens intéressés. Merci à vous quatre d'avoir été parmi nous cet après-midi. Merci.